Signe de notre profond engagement en faveur de l'autodéfense de l'Ukraine, une coalition de pays a travaillé sans relâche pour fournir des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Aujourd'hui, le président Biden, aux côtés des premiers ministres néerlandais et danois, est fier d'annoncer que le transfert des F-16 est officiellement en cours et que Kiev fera voler des F-16 cet été. Enfin ou trop tard, Pierre Servan? Les deux, enfin, c'est quand même une nouvelle très très importante. Trop tard parce que depuis le début de cette guerre, tout arrive trop tard et c'est finalement les Ukrainiens qui payent le prix du sang de ces retards successifs. Mais c'est extrêmement important parce que si l'annonce est faite du transfert des avions, ça veut dire beaucoup de choses derrière. Ça veut dire que les infrastructures pour les accueillir, parce que ces avions, vous n'allez pas les garer dans la cour d'une ferme ou sur une autoroute, etc. Ça veut dire que les alvéoles de protection, tout le système pour réparer donc les mécanos, les mécaniciens, sachant que pour un avion de combat, il vous faut 2 pilotes qui vont avoir des rotations sur le même avion et il faut 3 ou 5 mécanos pour l'entretien. Donc si le transfert se font, c'est-à-dire que tout ça, tous ces problèmes techniques très importants, l'armement, donc tout ça est en place et donc effectivement dans les semaines qui viennent, les F-16 vont pouvoir voler avec 2 missions principales, je le rappelle, les téléspectateurs ont souvent été éclairés sur ce point-là, de la défense antiaérienne, et ça c'est très important pour aller notamment frapper des avions de combat russes, et puis de l'appui au sol, le fait de pouvoir délivrer des bombes guidées laser au sol pour appuyer les troupes ukrainiennes face aux Russes. Donc c'est une nouvelle très importante. Alors par ailleurs, je le disais en introduction, l'Ukraine va recevoir 4 systèmes anti-aériens patriotes des États-Unis et d'autres alliés encore. Il y a donc ce fameux sommet de l'OTAN qui se tient en ce moment. Est-ce une étape majeure, mais surtout, est-ce qu'il aura fallu en fait une tragédie pour avancer une fois de plus? Pourquoi? Parce qu'à Kiev, je le rappelle pour nos téléspectateurs, le plus grand hôpital pour enfants a été touché. C'était lundi par une attaque aérienne russe d'une très grande ampleur. Et c'est même ce bombardement l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre. Le bilan des attaques d'ailleurs a été alourdi par la voix de Volodymyr Zelensky qui parle de 43 morts désormais. Il aura fallu un fait tragique pour appuyer une nouvelle fois sur l'accélérateur? Alors, c'est pas complètement exact parce qu'en fait, si vous voulez, l'annonce de l'envoi des Patriotes, mais également d'un système Mamba par l'Italie, la France a déjà donné ce système qui est un système équivalent aux Patriotes qui permet vraiment à 100, 150, 160 km de pouvoir intercepter des drones, des missiles de croisière, des avions ennemis. Tout cela était déjà prévu. Mais voilà, on arrive tard, parce que si ces moyens avaient été mis en place, effectivement, ces enfants notamment, puisqu'il y a un grand nombre d'enfants, de familles qui ont été tués dans les dernières frappes, ne seraient pas morts. Et donc c'est bien de faire cet effort-là, mais il faut réfléchir à la suite. N'attendons pas d'avoir encore, dans la mesure où on sait que le régime du Kremlin cible la population civile. Si vous voulez, la stratégie du Kremlin sur le théâtre militaire, il est de deux types. Il est d'une part frapper les civils, toutes les structures énergétiques, mais notamment essayer de casser le moral des Ukrainiens en tuant des civils, des femmes, des enfants, des familles. Et puis par ailleurs, sur le front du Donbass, c'est une technique soviétique. On écrase tout, on rase. C'est Verdun, Douaumont, les images qu'on peut avoir de 14-18 pour ceux qui connaissent, qui ont un peu étudié cette guerre, c'est-à-dire des zones qui sont entièrement rasées. Et une fois qu'elles sont rasées, les soldats ukrainiens ne pouvant plus tenir des ruines, parce que les Russes utilisent même des armes thermobariques qui permettent de tuer les derniers défenseurs qui sont dans ces ruines, et ils progressent comme ça. Ils progressent lentement, mais ils progressent de cette façon. Donc c'est vraiment les deux pieds sur lesquels le régime totalitaire russe avance. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur cette attaque parce que j'y suis passée un peu rapidement, mais c'est un fait absolument majeur. Le Kremlin a d'ailleurs tenté d'imposer son récit qui consiste à dire qu'il s'agit d'un accident lié à la défense antiaérienne ukrainienne qui aurait été défaillante. Mais pour vous, au regard des vidéos qui ont été dévoilées, d'ailleurs l'ONU va dans ce sens, les services ukrainiens vont dans ce sens, il n'y a aucun doute, c'est direct et délibéré? Il n'y a aucun doute, les images sont très claires. C'est délibéré, à mon sens, parce que les Russes se sont fait une spécialité sur le plan militaire de viser des objectifs civils. Et pas seulement en Ukraine. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pour la Syrie, notamment, quand l'armée russe est toujours en Syrie, mais en Syrie, les avions de combat russes
intégrer dans leurs ordinateurs de bord les coordonnées GPS des entités médicales qui étaient dans la zone d'Alep, notamment. Ces coordonnées, les médecins, les infirmières l'avaient données à des agents de l'ONU pour que l'ONU les répercute aux belligérants pour dire, voilà, ne frappez pas dans cette zone, ils sont protégés par la Croix-Rouge, par le Croissant-Rouge, ne frappez pas là. Les Russes étaient les seuls, eux, à se servir de ces coordonnées pour aller taper directement ces centres médicaux. Donc il n'y a pas là-dessus comment dirais-je, le moindre doute. Et vous voyez la communication tout de suite de Peskov, alors qu'il joue sur quelque chose, parce que la communication ukrainienne a été très honnête. Le grand hôpital pédiatrique, il a été visé. C'est un missile de croisière dont on connaît tout à fait le type, et ça a été fait de façon délibérée. En revanche, il y a une clinique qui a été touchée à quelques distances de cet endroit, et là, le maire de Kiev a reconnu que c'était des débris du missile d'interception qui était tombé sur la clinique. Donc les Ukrainiens sont tout à fait clairs et carrés. Les Russes, c'est très simple avec les Russes de savoir quelle est la vérité. Vous renversez le propos qui est tenu par Peskov, par Medvedev, par Tolstoï, etc., par Poutine, et vous avez la réalité. Ça nous dit quoi l'utilisation de ces missiles de croisière qui ont été identifiés par des vidéos mises en ligne, encore une fois, par les services ukrainiens? C'est X-101 ou oui, c'est ça, X-101. Voilà. Alors ce sont des missiles de croisière. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du Scalp français ou du Storm Shadow que nous avons donné aux Ukrainiens. L'avantage du missile de croisière, c'est que vous pouvez le tirer à très longue distance. Alors, ce n'est pas le cas pour le Storm Shadow et le Scalp qui ont plus courte portée, mais à 1000 km, plus de 1000 km, 1200, 1400 km. Donc, les avions Tupolev russes qui portent ces missiles de croisière les tirent à distance de sécurité, c'est-à-dire dans l'espace aérien russe, donc ils ne sont pas menacés de ce point de vue-là. Ils tirent leurs missiles de croisière, et les missiles de croisière, si vous voulez, ont une navigation très basse, très près du sol. Et puis, en approche de l'objectif, le missile de croisière va monter en altitude et avoir cette position plongeante qu'on voit sur l'image. On voit très bien ce missile de croisière qui descend. Et c'est extrêmement difficile à intercepter parce que la phase balistique finale, où là, les radars pourraient le repérer et le détruire, c'est trop court. Surtout qu'à ce moment-là, vous avez des dizaines ou des centaines d'autres vecteurs qui frappent la zone. Et donc, on a des interceptions à 60-70% par la défense antiaérienne ukrainienne. Mais malheureusement, les 30-40% qui passent, ça donne ce que nous avons vu là. Mais alors, j'en parlais hier avec le colonel Goya à votre place. Est-ce que cette situation, elle ne révèle pas justement la dégradation accentuée de la défense antiaérienne ukrainienne ces dernières semaines ? Oui, ça traduit deux choses. Ça traduit effectivement une dégradation que l'on pointe du doigt depuis plusieurs mois des systèmes de défense antiaériens ukrainiens par manque de vecteurs, par manque de munitions. Il faut renouveler les missiles régulièrement. C'est pour ça que le président Zelensky, à plusieurs reprises, a demandé à ce que les pays de l'OTAN, à partir de leurs frontières, assurent une sorte de no-fly zone, une zone aérienne sur 200 km, 150, 200 km de profondeur en Ukraine, que les systèmes de l'OTAN viennent frapper les missiles ou les avions qui viendraient à proximité de ces villes. Entre parenthèses, c'est ce que la Pologne est en train de faire. La Pologne vient de passer contrat avec l'Ukraine pour utiliser ses propres systèmes de défense antiaérien dans leurs frontières pour frapper les missiles qui s'approcheraient un peu trop de leurs frontières. Donc oui, il y a une dégradation du système, une difficulté de mise à niveau en permanence du système de défense antiaérien ukrainien. Et par ailleurs, les Russes, ces derniers temps, intensifient leurs frappes. Et on voit que par des biais détournés, notamment par l'apport, de technologies iraniennes et d'autres, ils sont montés en gamme et ils ont plus de missiles en ce moment.